Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, chers amis, chers frères, chers abonnés ou pas de notre chaîne. Abonnez-vous sur notre chaîne et invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne afin de faire grandir la communauté. Voilà. Mettez un like sur la vidéo et partagez-la sur votre mur. Souscrivez également un membership ou faites un thank you. Ça veut dire que une donation ponctuelle, l'essentiel étant de soutenir le développement de notre chaîne, voilà, notre chaîne YouTube, notre chaîne Facebook, également notre compte ou chaîne X, si vous voulez. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Et aujourd'hui, je poursuis avec vous le développement, la série sur le développement de la région de l'Ouest ou le développement local. Je rappelle que ce que nous disons ici, c'est un benchmark, mais cela peut s'appliquer à toutes les régions de n'importe quel pays d'Afrique, du continent africain. Donc, ça vous permet de voir comment on construit une matrice du développement local en tenant en compte les avantages comparatifs, les avantages compétitifs et quelles sont les clés, la stratégie clé qu'il faut mettre en place pour permettre à un territoire de se développer. Voilà, ce n'est pas les discours ou les envolées lyriques qui permettent de développer un territoire, mais c'est la stratégie et la mise en place de la stratégie sur le terrain. Voilà. Aujourd'hui, je fais une présentation intitulée « La région de l'Ouest, terre d'opportunités, désenclavement par le transport ferroviaire ». La région de l'Ouest, terre d'opportunités, désenclavement par le transport ferroviaire. Donc, la dernière fois, donc pendant le mois de décembre 2024, s'est tenu ce qu'on a appelé le rodéo, donc qui est une grande foire d'investissement et de la région, dans la région de l'Ouest du Cameroun. Et à l'occasion de ce rodéo-là, donc, l'accent a été mis sur la région de l'Ouest comme étant une terre d'opportunité, voilà, pour les investisseurs. Terre d'opportunité, ça veut dire que un endroit qui recèle d'énormément d'opportunités afin que les investisseurs puissent venir travailler. Bon, ce qui nous permet donc d'engager la réflexion, de nourrir la réflexion, ce n'est jamais de peu, ce n'est jamais de trop, de nourrir la réflexion pour que nos élites, nos notabilités traditionnelles, nos hommes d'affaires, notre population, les fonctionnaires qui travaillent dans l'administration déconcentrée, je dis bien, chez nous, les collectivités locales décentralisées, ça veut dire les villes, les départements, les arrondissements, la commune, la région, puissent avoir, je pense, moi, des outils pour pouvoir travailler. Donc, c'est dans ce sens que je fais cette réflexion. Je poursuis la réflexion parce que les deux premières vidéos que nous avons fait, vous avez vu, nous avons parlé du désenclavement aérien. Donc, désenclavement aérien par le transport des marchandises, désenclavement aérien par le transport des personnes. Nous avons expliqué l'impact que cela pourrait avoir sur l'économie locale. Voilà. On a donné des projections en termes de chiffres. Je ne me fie jamais aux chiffres que le gouvernement camerounais donne parce que je connais comment ils sont collectés. Le préfet appelle le sous-préfet et dit « Alors, quels sont tes chiffres ?» Le sous-préfet donne sa part, etc. Le sous-préfet lui m'appelle les maires et donne pour eux. Il n'y a aucune étude qui est réalisée. Ça se passe comme ça et on compile, on envoie, on dit « Voilà, ce sont les chiffres officiels. » Et la loi interdit à toute personne de donner d'autres chiffres, même s'il les avait. Voilà. Donc, c'est pénible. Je ne donne pas les chiffres. Mais, nous avons fait des projections pour vous permettre de comprendre l'impact que pouvait avoir le transport aérien et le transport aérien de marchandises et le transport aérien de personnes sur une région comme la région de l'Ouest au plan économique. Maintenant, parlons un peu du transport ferroviaire parce que comme on dit, si vous voulez désenclaver un territoire, vous devez le permettre d'être accessible très facilement et à moindre coût. Et en la matière, l'un des transports qui est le meilleur au monde, c'est le transport ferroviaire. L'un des critères ou la base de la compétitivité de la Chine. Les Américains se réveillent aujourd'hui.
C'est eux qui ont quand même financé et construit près de 80 000 km de chemin de fer en Chine. Certes, ça leur a permis de désenclaver les régions à l'intérieur de la Chine pour bénéficier de la main-d'œuvre bon marché qui était intéressante et des infrastructures énergétiques, hein, les grands barrages, le fleuve Yangtze, etc. Et de fabriquer et de ramener sur la façade maritime portuaire et d'évacuer par les navires vers les États-Unis. Donc, et aujourd'hui, eux-mêmes s'apercevant que ça a fait le plus grand bien à la Chine, ils envisagent eux aussi d'accélérer un peu le développement de la ligne de chemin de fer dont vous avez beaucoup de projets de rénovation de chemin de fer pour faire grandir l'opérateur national Amtrak. Bon. Quand on regarde ça, et quand on regarde l'impact de la compétitivité, je parle d'abord en tant que chef d'entreprise. Hein, je parle en tant que chef d'entreprise. Nous faisons des expéditions ici, dans le cadre des entreprises que nous avons domiciliées, des projets personnels. Et quand on fait ces expéditions-là, je peux vous garantir que l'expédition, c'est le moins cher, c'est Amtrak. C'est Amtrak. C'est l'opérateur de transport qui vous permet, voilà, quand vous avez un certain volume de marchandises, vous pouvez expédier par Amtrak et ça va très vite et ça arrive à destination aussi le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est des choses que nous devons savoir. Donc, c'est Amtrak qui est l'opérateur logistique le moins cher. En matière de transport et de logistique, je précise bien ce que c'est que le transport. Le transport, c'est le transport de marchandises ou de personnes par chemin de fer, par la route, par la mer ou les fleuves et par l'aérien. On appelle la combinaison de ces transports le transport multimodal. Bon. En matière de transport, les deux transporteurs les plus compétitifs, normalement, de par leur nature, c'est le chemin de fer et le transport fluvial ou maritime. Fluvial ou maritime et le chemin de fer. D'abord parce qu'on dit qu'ils emportent la big scale, ça veut dire qu'ils réalisent des économies d'échelle. Parce que vous mettez deux locomotives devant, deux locomotives derrière, au milieu vous pouvez mettre 100 wagons. Alors, vous voyez souvent les trains passer aux États-Unis, vous avez deux locomotives devant, deux locomotives derrière. Au milieu, parfois, vous avez jusqu'à 200 wagons et c'est des wagons superposés. Bon, le train, il ne va pas vite, mais au moins, vous avez la certitude qu'un train, par exemple, si on pourrait dire, qui est affrété à Douala le matin, s'il va à une vitesse qui est de 50 km/h, donc ça élimine le risque d'accident, par exemple, il peut parcourir 300 km en 6 heures. Ça veut dire que si le train a vu les marchandises chargées de minuit à 6 heures du matin, par exemple, ses conteneurs sur ses treuils, il peut, en allant doucement, rallier la ville de Konsamba. Par exemple, 6 heures après, ça veut dire midi, et ça peut être déchargé, mis sur un quai, et commencer à dispatcher par les camions. C'est ce qu'on appelle le transport multimodal. Les camions font ce qu'on appelle le last mile. Ça veut dire que un camion qui enlève un conteneur sur un port, par exemple, moi, sur un quai à la gare de Konsamba, pour l'amener à Chang, il va parcourir moins de 100 km. Pour aller à Bangante, Bafang, il va parcourir moins de 100 km. Et même, je crois, pour aller à Bafoussam, il va parcourir moins de 100 km. Ça, c'est important que nos parents le comprennent. Ça peut être le conteneur entier, ça peut être le conteneur du douanier, vidé de sa cargaison et transporté sur un autre camion. D'abord, pourquoi est-ce qu'il faut miser sur le transport de chemin de fer? Le chemin de fer, c'est parce qu'on parle de transport et logistique. Le transport, ça veut dire déplacer d'un point à un autre, à un point B. Mais la logistique, ça veut dire l'entreposage, le stockage, la manipulation, l'éclatement, etc. C'est-à-dire que vous amenez un conteneur. Par exemple, les conteneurs groupage qui arrivent de Chine, il y a 10 personnes dans le conteneur. Quand vous sortez le conteneur, vous éclatez en 10 personnes, par exemple. Si vous sortez le conteneur, vous éclatez en 10 personnes, par exemple. On appelle ça l'éclatement. C'est-à-dire que vous sortez, vous dites ça c'est pour monsieur tel, ça c'est pour monsieur tel. Et vous mettez sur les camions en plus pour vous procéder à la livraison. C'est ça. Donc, il y a là un gisement pour la création de nouveaux métiers dans notre région de l'Ouest, dans notre charmante région de l'Ouest. Il y a là un gisement pour la création de nouveaux métiers et que nos autorités, nos parents, nos élites, nos élus devraient penser de nouveaux métiers. Dans un endroit, le chômage, il y a là un gisement pour un nouveau métier. Mais ce qu'il faut, c'est réhabiliter l'infrastructure de chemin de fer qui part de Douala jusqu'à Bekoko, jusqu'à Souza, jusqu'à Mbanga, jusqu'à Loum,
jusqu'à Manjo, jusqu'à Nkonsamba, et devrait poursuivre, pour se prolonger, pour aller jusqu'à Melon, et certainement s'arrêter soit à Sanchou, soit à Kekem. Voilà, qui sont justement la porte d'entrée, hein, la porte d'entrée en allant vers Tchang, la porte d'entrée en allant vers Banganté, Bafoussam, de la région de l'Ouest. Ça, je veux dire que la question, c'est souvent, je me pose souvent, c'est pourquoi nos élites font la politique? Non. Si vous êtes Emmanuel Chatué, vous faites la politique pour que vous ayez le macaron là, sénateur, député dans la voiture, et que vous croyez que vous êtes arrivé, alors que on verra bien ce que vous serez à la fin du régime, là, quand il n'y aura plus de ligne 94 pour financer les médias. Bon. Ça, vous vous dites, bon, je suis sénateur. Bon, vous faites la politique, si vous êtes Mami Nyanga, vous dites, bon, je suis sénateur parce que, bon, j'ai fait 2 salles de classe dans mon village, et puis j'ai quitté l'as du régime, et puis, bon, avec mes liens avec Konchu Kwameni, il avait certainement récompensé son fidèle ami, et vous avez fait la politique. Mais, la question c'est, est-ce que vous êtes les acteurs, comme le faisait Madame Foning, que j'aime pas trop, mais au moins ce qu'il a fait, parce que nous, on est les enfants qui avons grandi un temps en Bepanda, nous avons vu ce qu'était Bepanda, et nous avons vu comment les efforts de Madame Foning ont transformé progressivement Bepanda dans les routes, dans l'accès à l'électricité, dans l'accès à l'eau, etc., à la voirie, etc., etc., etc. Est-ce que vous faites de la politique pour faire bouger un peu l'écosystème, de manière à ce que vous ameniez dans votre région les infrastructures? Ou bien vous êtes Nganyou Djoumessi, qui lui est très content tout le temps d'aller au sud applaudir l'inauguration d'une route, alors que dans notre région, là, on attend une ligne de chemin de fer. Parce qu'on ne peut pas se développer si on n'a pas une ligne de chemin de fer. Pour que vous compreniez, j'ai posé un jour la question, je suis allé un jour, ce qu'on appelle Public Works Department ici aux États-Unis. J'ai posé la question, pourquoi les routes ne s'abîment pas vite, pourquoi on ne refait pas les routes tous les 10 ans, ils font les routes, ça fait 30 ans, ils m'ont expliqué la chose suivante, que quand chez eux ici, ils font les routes, tout ce qui est lourd, tout ce qui est dans la masse, le poids, comme on dit, mais on dit en physique la masse, est très lourd, il est transféré sur le chemin de fer. Tout ce qui est dangereux, donc chimie, etc., hydrocarbures, il est sur le chemin de fer. En revanche, tout ce qui est léger, donc le transport des fruits et légumes, le transport des textiles, le transport, etc., on le met sur la route. Non, le poids des camions, tous ceux qui vivent aux États-Unis, vous ne voyez pas les ponts bascules où les camions vont monter avant de prendre la route, ça n'existe pas. Parce qu'il y a une réglementation, dans les endroits où on charge, on expédie les marchandises, on connaît la nomenclature, ça veut dire que la liste et la définition de la liste, les codes, des marchandises qui peuvent aller sur la route. Les problèmes interviennent quand on dit les carreaux, par exemple, ça pèse beaucoup. Vous ne pouvez pas faire un camion de carreaux et mettre sur la route. Et quand on surprend lors d'un contrôle qu'il y avait des camions de carreaux sur la route, là, c'est les amendes qui tombent. Non, on dit par exemple, ça doit être transporté par le chemin de fer. La conséquence, c'est que quand on construit les routes aux États-Unis, les routes font 30 ans avant qu'on commence à les enlever, un peu, repasser une couche, refaire, etc. 30 ans, facilement. Pourquoi? Parce que le poids ou la masse des camions, de par la nomenclature des produits qu'ils transportent, ne permet pas d'abîmer les routes. Alors que chez nous, quel est le problème? Il n'y a plus de chemin de fer pour transporter tout ce qui est lourd. On a fermé Paul Biya. Est-ce que c'est pour punir les gens de l'Ouest? Moi, c'est ce que je pense plus. A fermé la ligne de chemin de fer qui allait de Douala jusqu'à Nkonsamba et de Mbanga, prendre l'embranchement de Mbanga pour aller jusqu'à Kumba. Et je l'ai toujours dit, si on n'avait pas fermé la route qui partait de Mbanga jusqu'à Kumba, il n'y aurait jamais eu la crise anglophone, au moins dans le sud-ouest. Ça a créé des dégâts tellement graves à l'économie. Et Paul Biya pensait qu'en prenant ces gens-là et en leur donnant des postes à Yaoundé, ou des marchés, ou des avantages de rente, rapidement, ça allait calmer les autres. Mais c'est pas parce que je mange, comme a dit Joe Biden, le trickle dans l'économie doesn't work. C'est pas parce que les riches mangent que le pauvre se sent mieux. C'est ça le problème. Donc, d'abord, pour des raisons de la qualité des infrastructures, de la maintenance des infrastructures, il y a lieu de commencer à refaire, réhabiliter la ligne de chemin de fer qui part de Douala jusqu'à au moins à la porte d'entrée de la région de l'Ouest. Ça, c'est important, sur un port sec. Ça, c'est important. Parce que ça va permettre de retirer de la route tout ce qui est très lourd. Transport du ciment, transport des carreaux, transport du fer à béton. Tout ce qui est très lourd, la commerce sur des camions, on charge avec 2, 3 niveaux, ça va sur la route. Ça abîme très rapidement les routes. Les routes s'affaissent très rapidement. Et vous le voyez, quand ça commence à rouler 2, 3 ans, 5 ans après, alors que la route a été bien faite,
vous commencez à avoir des ondulations sur la route. Parce que ces choses-là ne sont pas destinées à être transportées là, c'est destiné à être transporté sur le chemin de fer ou bien sur les embarcadères qui remontent un fleuve. Ça, c'est important de le dire. C'est une réflexion stratégique. Je veux dire que vous ne dites pas, bon, on construit l'Ouest parce que, comme je vois certaines personnes partagent sur les réseaux sociaux, là, ça me fait un peu rire, mais après, bon, je ne m'intéresse plus à ça parce que je me dis parfois c'est le niveau de chacun, de dire, voilà, l'immeuble de tel marfeu, tel immeuble. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, les immeubles, c'est pas ça le problème là, les immeubles, les tout, c'est pas ça le développement. Le développement, c'est quelque chose qui se pense. Si vous avez une ligne de chemin de fer et en la matière, les élites, les élus, les fonctionnaires, etc., tous les, ce qu'on appelle en anglais les stakeholders de la région de l'Ouest et plus largement des Grasslands, devraient tout faire pour qu'on sorte, on réhabilite la ligne de chemin de fer qui part du port de Douala, qui peut partir du port de Douala, là, devant l'ancienne direction des douanes, et remonter, traverser le pont du Vouri, arriver jusqu'à Bekoko, arriver jusqu'à Bonaberi, là, Bekoko, Bomono, si vous voulez, Bomono, prolonger de Bomono pour aller jusqu'à Souza, aller de Souza pour aller jusqu'à Loum, aller de Loum pour aller jusqu'à Manjo, aller de Manjo pour aller jusqu'à Nkonsamba et aller de Nkonsamba pour aller jusqu'à Kekem et Sancho. Les deux distances, c'est à peu près 50 km chacune, donc on peut faire un effort. D'abord parce que aujourd'hui les temps ont évolué. Ce n'est plus comme avant où il fallait aller voir la France pour machin, tout ça, non. Le Cameroun accueille 2 fonderies de chemin de fer, 2 aciéries. Vous avez les aciéries de Fokou. Je ne sais pas si elles fonctionnent, mais même si elles ne fonctionnent pas, elles peuvent être fonctionnelles si le gouvernement le veut. Vous avez les aciéries qu'ils ont conçues à Kribi. Eux-mêmes, ils veulent créer ils ont intérêt à créer la demande à l'intérieur. Donc, on peut produire les outputs sur notre territoire. Donc, la production des outputs peut se faire sur notre territoire. C'est la première chose. Après la production des outputs sur notre territoire, nous avons la capacité, donc après avoir produit les outputs sur notre territoire, nous avons la capacité de refaire les infrastructures. J'ai regardé aujourd'hui sur les plateformes comme Made in China, l'appareil, tous les équipements pour réhabiliter le chemin de fer dans tous les pays, c'est 5 milliards. 5. Ça ne vous surprend pas qu'un pays comme le Burkina Faso a créé l'Office national de construction, de maintenance et de réhabilitation du rail. Parce que les appareils aujourd'hui coûtent moins cher. C'est produit en Asie, en Chine. Voilà. C'est les Japonais qui ont cette technologie, qui ont délocalisé les usines de production en Chine. Donc à partir du moment où vous mettez les appareils en Chine et vous importez les appareils en Chine, vous pouvez commencer peut-être sous le génie militaire, avec des travailleurs volontaires et les ressources de l'État, vous pouvez commencer par réhabiliter ça. Ça vous empêche d'aller à la Banque mondiale. 5 milliards, ça ne peut pas dépasser le gouvernement camerounais. 5 milliards, le Conseil général de l'Ouest, s'il veut, il peut demander que les enfants de l'Ouest cotisent ça pour l'acquisition des équipements. Mais il faut qu'il y ait un plan. Et ça interpelle M. Foka, le président du Conseil régional de l'Ouest, et M. Awa Fonka. Parce que les gens disent, mais pourquoi tu cites leur nom? Mais on cite leur nom parce qu'ils sont en fonction. Vous voulez qu'on cite le nom de qui? Hein? Les gens disent qu'il faut citer le nom de Paul Biya. Mais c'est eux que Biya nommé. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est eux qui connaissent les procédures internes de l'administration ou de la politique, qu'ils aient à voir Biya Yaoundé pour lui dire que voilà, monsieur, voilà nos préoccupations. La construction d'une ligne de chemin de fer. Les appareils aujourd'hui, ça coûte 5 milliards de francs. Avec ces appareils-là, nous avons le bois qu'il faut. Donc, vous réhabilitez, vous mettez le bois, vous réhabilitez les rails, vous écartez, etc., etc. Et là où les gens ont conçu sur le rail, ben, les cartes sont là, c'est le domaine public. On détruit, c'est tout. On détruit et on réhabilite le rail passe. Hein? L'armée sait faire ça. C'est même pas un travail qu'on doit faire par machin. C'est un travail à faire par l'armée. Elle vient mettre les croix et dit, monsieur, je vous donne 30 jours pour dégager. Vous avez conçu sur le domaine public. On s'en fout si vous avez un titre foncier. Aujourd'hui, les faux titres fonciers pilulent partout. On rase ça et on réhabilite le chemin de fer. C'est une question d'enjeu de sécurité nationale, mais c'est une question d'enjeu de développement économique. Donc, à partir du moment où on développe ça, on met le port, on prolonge, que le port arrive jusqu'à, que le rail arrive par exemple jusqu'à Mbanga et continue jusqu'à les destinations que je vous ai données, Manjo, Konsamba, Sanchu, Kekem, au moins dans un premier temps jusque-là, parce que pour continuer après, c'est un peu plus coûteux, vu qu'il y a les chaînes montagneuses, il faut des viaducs, il faut des tunnels, etc. Ça va coûter certainement un peu plus cher. Mais quand vous réhabilitez déjà la première phase d'infrastructure, ça commence à générer l'argent. Vous pouvez créer un compte d'affectation et dire, bon,
avec le compte d'affectation, nous allons faire, par exemple, Sancho, nous allons éviter la falaise. Hein, c'est des travaux que les enfants ont fait. Nous allons éviter la falaise. Nous allons procéder par tel autre chemin pour arriver à Tchang. Peut-être plus par Tchang Centre, mais à un autre endroit de Tchang. Mais on va éviter la falaise, par exemple. Vous commencez par là. Vous faites un peu. Peut-être en 5 ans, vous avez fini. Dans un deuxième temps, vous faites le corridor qui passe par Kekem pour aller jusqu'à Bangante, Ntonga. Vous faites ça, ça allez-vous de créer notre désenclavement. Et puis vous faites le troisième corridor qui va passer à Bafang, prolonger, aller jusqu'à Bafoussam. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Dans le chemin de fer, pourquoi? Parce que d'abord, si le chemin de fer est fonctionnel, ça ne profite pas qu'à la région de l'Ouest. Dans un contexte où vous avez une ville comme Douala qui est surpeuplée, archi-peuplée, où aujourd'hui les magistrats passent toute leur journée à juger les affaires de litiges fonciers et non plus vraiment à faire ce qu'ils devraient faire, ben, ça devient un problème. On comprend bien que le problème, c'est la surpopulation. Vous avez vu le problème de Toto Guillaume qui a acheté son terrain, il est parti en France, et quand il est revenu, il a vu que quelqu'un allait se faire un faux titre foncier pour venir essayer de s'accaparer le terrain. Tout ça, c'est les conséquences de la surpopulation. Il faut absolument désengorger la ville de Douala. Désengorger. Si notre pays était gouverné, ou quand il sera gouverné bientôt là, la priorité, ce sera le désengorgement de la ville de Douala. Le désengorgement de la ville de Douala. Et le désengorgement de la ville de Douala passe par quoi? Si vous ouvrez la ligne de chemin de fer, vous la rendez fonctionnelle, vous connectez directement les infrastructures portuaires dans l'estuaire du Vouri avec, par exemple, le Mungo. Et quand vous le connectez avec le Mungo, ça veut dire que dans les localités comme Bomonor, l'État peut installer une zone industrielle de 200 hectares. Dans les localités comme Maleke, l'État peut installer une zone industrielle de 200 hectares. Dans les localités comme Souza, l'État peut installer une zone industrielle, une zone d'activité commerciale de 200 hectares. Dans les localités comme Mbanga, l'État peut faire encore mieux. Hein. Il peut encore étendre, faire une infrastructure sur 400 hectares. 200 à 400 hectares. Dans les localités comme Loum, chez M. Ngancha, lui Henri Ngancha, l'État peut installer des infrastructures de 200 hectares. Dans les localités comme Manjo, l'État, chez Aurélien Chouameni, l'État peut installer des infrastructures de 200 à 400 hectares. Dans les localités comme Nkonsamba, l'État peut refaire renaître la ville de Nkonsamba et lui donner sa splendeur d'antan, autant où elle était vraiment la troisième ville économique du pays. C'est encore possible. Et évidemment, dans les localités comme Sancho Kekem, l'État peut installer un port sec. Quelle est la conséquence d'une telle stratégie? La conséquence d'une telle stratégie, c'est que d'abord, ça désengorge le port de Douala. Hein, vous voyez aujourd'hui le port de Douala, la recherche et la construction d'un nouveau quai, parce que les autres quais sont saturés. Deuxièmement, en termes de compétitivité, à partir du moment où le port de Douala est saturé, le coût du magasinage, l'entreposage est très élevé parce que les gens répercutent sur les acteurs le coût de l'entreposage des marchandises qui devient très élevé. Et tous les magasins ont été pratiquement cédés à une même entreprise. Je ne sais pas, elle a été rachetée par un opérateur suisse, mais le coût de l'entreposage va faire que les marchandises dans le port de Douala, l'intensité va baisser. Si l'intensité baisse, ça permet que les gens puissent enlever, parce que vous avez quantité de marchandises qui sont entreposées au port de Douala, alors qu'elles sont à destination du Mungo, du sud-ouest, de l'ouest, etc. Si vous, j'ai oublié de parler de la ligne de chemin de fer aussi de Mbanga jusqu'à Kumba. Si vous réhabilitez ça, et ça doit être la priorité. Parce que quand on dit la crise anglophone, ce n'est pas le petit bruit qu'Atanga dit faire, oh, le Moulinex. Personne n'en parle. Je dis, who care about that? Son futur, c'est à la Cour pénale internationale, dans une cellule, il le sait lui-même. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quelle est la stratégie que vous mettez en place pour qu'il y ait la création des opportunités économiques dans des endroits. Mais c'est d'abord le transport et la logistique. Le transport et la logistique. Le transport et la logistique, ça ne veut pas dire que quelques caïds du parti au pouvoir qui entrent dans le parti au pouvoir financent des campagnes et ont des gros bras pour intimider les gens dans leur village. Et qu'on leur dise, bon, c'est à vous qu'on va donner la possibilité d'avoir les bus en route ou les camions en route. C'est pas ça. Enfin, il faut qu'on se dise les vérités. La raison pour laquelle on se dit les vérités, c'est parce qu'on regarde ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Tels qu'ils sont en train de partir là, dans 10 ans, nous allons encore les regarder comme on regarde Singapour aujourd'hui. Ça va très vite, je vous jure. Donnez-nous une décennie, vous allez voir. La preuve. Le FMI recolle comment redonner l'argent, etc. Vous lisez sur les réseaux sociaux
Les gens disent, mais pourquoi on prend même l'argent, on n'en a plus besoin. Alors que chez nous, on est à genoux tous les jours pour que le Fonds monétaire nous donne de l'argent. Il faut repenser notre économie. Désengorger Douala. On ne peut pas construire une ville où tout le monde vient s'entasser à Douala. Ce n'est pas possible. Et vous comprenez le malaise des populations originaires de Douala, si on peut dire comme ça, ou autochtones. C'est un terme que moi, je n'aime pas. Mais disons ça comme ça. En tout cas, ceux qui regardent la vidéo comprennent ce que je veux dire. Il faut le faire. Ça veut dire que il faut, une fois qu'on fait ça, ça permet que les conteneurs qui arrivent au port de Douala sortent sur des treuils, rejoignent ce qui va descendre à Bomono. Parce qu'il y a des acteurs économiques à Bomono. Descend à Bomono. Ce qui va descendre à Souza, descend à Souza. À Maleke, descend à Maleke. Ce qui va en Banga, va en Banga. Ce qui continue à Kumba, va à Kumba. Ce qui va à Loum, va à Loum. Ce qui va j'ai même laissé Ndjombe, les sons Ndjombe, appelons ça, tout ça, Loum, Penja, Ndjombe, appelons ça une seule destination. Ce qui va à Manjo, va à Manjo. Ce qui va en Konsama, va en Konsama, etc. Vous allez voir arriver dans ces endroits s'il y a une bonne stratégie de planification de l'urbanisation. Parce que ce sont des zones agricoles. Il ne faut pas laisser que le développement, les gens commencent à construire n'importe où. L'habitat spontané, comme on dit. Chacun dit, je veux mon 1000 mètres carrés, mon 500 mètres carrés. C'est pas ça. La spéculation sur le foncier. Il faut que l'État travaille à rendre à l'urbanisation afin que ce soit compact pour protéger les terres agricoles. Mais la conséquence de ça, c'est que vous verrez apparaître des villes de 500 000 personnes. De 200 000 de 300 000 à 500 000 personnes. Très rapidement. Et si vous avez des villes de 300 000 à 500 000 personnes, ça se fera automatiquement au dépend de Douala qui va perdre une bonne partie de la population. Ça veut dire que les gens vont se déplacer. Si vous enlevez les usines à Douala pour les mettre à Bomono, parce qu'il y a le chemin de fer, l'entrepreneur est sûr qu'il n'y aura pas de problème d'embouteillage. Premièrement, l'entrepreneur est sûr que le transport ferroviaire sera opérationnel 24 heures sur 24, selon la planification de la société de gestion du chemin de fer. Il aura le matériel, la matière première, et il pourra évacuer les produits finis. Donc, sur le Bomono, vous allez voir arriver une population de 200 000 personnes. Et évidemment, Bomono, Dibombari, etc., etc. Maleke, vous allez voir arriver les gens. Souza, vous allez voir arriver des gens, des villes. Mbanga peut devenir une ville de 500 000 personnes, voire d'1 million de personnes. Si l'urbanisation est bien faite, si les opportunités économiques arrivent. Ça veut dire que si les gens qui ont des usines de fabrication de sel à Douala délocalisent la production en Mbanga, c'est à l'État d'agir. C'est ça que c'est le ministère de l'Industrie. C'est ça que c'est le ministère du Commerce. C'est ça que c'est le ministère de l'Économie et des Finances. C'est à ça que c'est la primature, à travers la création des comités interministériels. Est-ce que le pays est dirigé? C'est pour ça que cette année-là, je vous ai dit, moi, je ne me mêle pas des affaires des élections présidentielles. Parce que c'est une distraction. C'est Paul Biya et des gens qui connaissent bien, qui ont été ses anciens ministres, ses avocats, etc. Ils se connaissent très bien. Ils se retrouvent la nuit, supervisés par le Quai d'Orsay français, et ils arrangent leur business. Il ne faut pas qu'ils nous mêlent à ça. C'est leur business. Ils font ça. Chacun sort de là avec l'argent pour sa progéniture. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le développement. Parce que nous allons tous passer, c'est ce qu'on laissera aux générations futures. C'est ça qui est important. Non, il faut ce développement-là. Vous voyez déjà que ça va étirer la population. Donc, si vous avez une population qui sort et qui commence à se retrouver, ben, ces endroits-là deviennent des portes d'entrée de l'investissement dans la région de l'Ouest. Et ça commence, c'est-à-dire que quand vous arrivez, vous dites, je vais aller investir à l'Ouest. Quand vous passez par la route, vous voyez déjà des usines en progressant. Ça vous met en confiance. Vous dites, ah, je m'en vais dans un endroit qui n'est pas isolé. Je m'en vais dans un endroit qui n'est pas sous embargo. Je m'en vais dans un endroit où il y a la vie. Regardez, ça commence ici. Et le point final, c'est le terminus, c'est l'ouest et le nord-ouest, par exemple, le sud-ouest, par exemple. C'est important. Le chemin de fer. Parce que le chemin de fer permet de transporter big scale, donc des grandes quantités, moins cher. Le chemin de fer permet une rotation 24 heures sur 24, etc., etc. Et aujourd'hui, avec l'évolution des moyens technologiques, quand nous, par exemple, ici aux États-Unis, quand nous faisons des expéditions, par exemple, ici, vers l'Illinois, vers le Texas, nous avons un tracking number pour savoir à quel endroit se situe la cargaison. On dit ship. Arrivé à tel endroit, on dit ça. Et nous communiquons le tracking number chez le client. Et le client lui-même peut suivre ça en temps normal. Et quand ça arrive, le client reçoit. Et quand c'est délivré, on nous dit que c'est délivré. Il y a un rapport de délivrant avec la lettre de transport, celui qui a déchargé. Il y a tout sur un site internet. Je veux dire, c'est quoi le développement économique?
C'est pas que les élites ont fait ce qu'on appelle élite, je ne sais pas ce que ça veut dire trop, aient conçu les immeubles. C'est pas comme dit le milliardaire tel. C'est pas ça le développement économique. Ça, c'est une erreur que nous autres à l'Ouest, on nous a vendu, et des groupes d'intérêt bien placés que nous connaissons dans ce monde-là, qui façonnent une information pour formater le cerveau. On dit, bon, vous avez les milliardaires. Qui est milliardaire? Parce que quand on parle de milliardaires, on parle des actifs, on parle du passif. Pour moi, les milliardaires sur la Terre, c'est les gens comme les Warren Buffett. Ils n'ont pas de passif, ils n'ont que des actifs. Quand on dit Warren Buffett worth $1 trillion, $1 trillion, là, c'est les actifs. Il n'y a pas de passif là-dedans. Il ne prend pas de dettes pour acheter quelque chose. Non. Vous comprenez? Donc, quand les entrepreneurs chez nous ne pratiquent pas le business valuation. Donc, on ne connaît pas vraiment la valeur de leurs actifs. Donc, on parle en l'air comme ça. Donc, c'est ça. J'essaie d'expliquer. Je pense que j'ai donné à peu près les éléments. Si on fait ça, à partir de ce moment, ça met en place des infrastructures de logistique, donc sous forme de port sec, dans les villes comme Kekem, dans les villes comme Sanchou, qui fait qu'au lieu d'entreposer les marchandises à Douala très cher, nous les entreposons dans la région de l'Ouest, parce que la construction des infrastructures, le prix du terrain, le prix des infrastructures, etc. sont moins chers. Donc, on peut être 50% moins cher pour entreposer une marchandise à l'Ouest que non. Alors, les gens me disent, mais oui, mais comment ça marche? Je l'explique toujours. L'industrie, on n'a pas encore commencé à faire l'industrie chez nous, donc on n'est pas encore un pays industriel. Je suis dans la banque d'investissement, je vois beaucoup de choses. Il y a ce que je peux dire, il y a ce que je ne peux pas dire. Ça marche, il y a certaines structurations qu'on fait. Je prends un exemple. Hein. On dit par exemple, oui, il faut développer, je sais pas moi, certains types d'industries chez nous. Je ne vais pas forcément prendre des exemples parce qu'il y a des choses que je ne veux pas dire là. Dès que ça tombe dans les oreilles des gens du gouvernement camerounais, ils commencent à prendre des dispositions pour bloquer tout ça. Il y a la possibilité de stocker certaines matières premières, par exemple. Quelqu'un qui les fabrique en Chine ou bien en Allemagne, par exemple, BASF, qui a des usines en Chine ou en Asie ou en Indonésie, peut dire, bon, je vais déplacer tout ça de l'Indonésie sur 2 bateaux, ça me revient moins cher. Chaque bateau a 10 000 conteneurs ou 20 000 conteneurs, ça fait 40 000 conteneurs. Si j'ai la capacité, que j'ai les infrastructures de stockage dans l'Ouest, je les stocke dans l'Ouest du Cameroun, ça revient 50% moins cher. Quand je les stocke, je fais, il y a un contrat, une technique de la finance qu'on appelle securitization. Et il sécuritise, je ne sais pas comment je peux dire ça en français, mais il sécuritise cette matière première-là et il la revend chez les investisseurs internationaux. Et il récupère son argent, à discount, comme on dit. Et quand il récupère son argent maintenant, les opérateurs camerounais ont la certitude qu'ils ont la matière première 360 jours sur 360 jours. Et il commande, il dit voilà, je veux un camion aujourd'hui. On vient, on dépose un camion. Il peut même vouloir 4 camions dans la journée en fonction de la planification de la production. On va là-bas, on retire, on vient, on livre. On fait les écorts, ce qu'on appelle la douane. Font les écorts, on calcule les droits, on adresse un bill à la personne, l'entrepreneur paye, etc., etc. Et on fait un clearing au niveau de la banque, on fait un clearing au niveau de la douane, on fait un clearing au niveau des impôts, etc., etc., etc. C'est ça qui garantit la compétitivité. Parce que vous vous retrouvez en face d'un bateau qui est parti de la Chine, par exemple, donc qui a, au lieu que le conteneur soit transporté à 2 500 000, il va être transporté à peut-être parfois à 600 000 ou à 800 000 parce qu'il a été mis sur le bateau avec d'autres charges sur le starry, disons 1 million. Donc vous avez déjà 60% d'économie sur le transport maritime. Quand il arrive, parce que vous avez la ligne de chemin de fer, vous mettez sur des trains, vous les transportez et vous les mettez dans des trucs à l'ouest. Et le type, il planifie, il dit, bon, le bateau là, il a 90 jours à l'ouest pour que la marchandise soit partie parce qu'ils ont des logiciels qui permettent de faire des projections, des estimations. On a environ 90 jours. Donc, la marchandise, la matière première commence à sortir. Tous les jours, ça sort. Tous les jours, ça sort. Il y a des logiciels, des applications pour gérer ça. Et le reporting est fait au niveau des banques, etc., des investisseurs, des banques d'affaires. Il y a des gens qui travaillent au niveau, comment on dit, intermédiaire dans la banque d'affaires. C'est le travail qu'ils font. Donc, ils calculent tout ça. Et puis, il y a un clearing. On élimine, on procède à la destruction de la sécurisation qui a été mise en place. Je ne vais pas trop vous fatiguer avec ça, mais c'est comme ça qu'on travaille à un certain niveau. Un certain niveau, le haut niveau, devrais-je dire. Et dans ce haut niveau-là, quand on travaille comme ça, la conséquence, c'est que ça commence à
rendre fluide l'économie. Les affaires se font, le business se font, l'argent rentre et l'économie commence à se développer. C'est ce qui nous manque. Je vous jure, mes chers frères, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque, hein, je vous jure. C'est ce qui nous manque. Quand on aura ça, vous allez voir, on va vraiment, ça va aller plus vite. C'est ce qui nous manque. Et donc, tant que vous n'avez pas ça, vous pouvez vous débrouiller, vous pouvez ouvrir une petite société, bon, vous dites, je vais faire le tueur à Bafou, mais vous ne pouvez pas développer de manière sensible l'économie. On fait une vidéo comme ça pour la postérité, pour que nos frères et sœurs comprennent, voilà, nos parents comprennent. Ils sont bien contents de dire, bon, on a les enfants aux États-Unis qui ont fait Northwestern, qui ont fait Harvard, qui ont fait... Oui, mais à quoi ça sert de faire tout ça si on ne peut pas parler? Speak up, comme on dit en anglais. Stand up, speak up, pour que les gens puissent comprendre. Hein? On espère que nos parents vont comprendre, que les générations futures vont comprendre. Il faut ouvrir la ligne des chemins de fer. Je me résume. 1, ça va permettre d'abîmer moins vite les villes. 2, ça va permettre de désengorger Douala, de ramener la main-d'œuvre qui est partie à Douala et qui ne fout rien, qui est sur les motos, etc., etc., de la ramener et de commencer à la faire travailler à partir du Mungo en descendant pour arriver à l'ouest. 2, ça permet que, voilà, il y ait un aménagement du territoire dans ces zones-là et que les opportunités économiques se créent, parce que les opportunités économiques se créent surtout sur les infrastructures, voilà. De préserver la qualité des routes, qu'on puisse bitumer les routes, que ça fasse 30 ans, par exemple, voilà. Deuxièmement, que voilà, on puisse commencer à voir des infrastructures de port sec. Je vais reparler du port sec. On puisse voir des infrastructures de transport arriver. Par exemple, j'ai oublié, il n'y a pas seulement l'importation de matières premières, mais également l'exportation. Vous savez que l'Ouest produit le cacao. Vous savez que l'Ouest produit, le Grand Ouest, si on peut dire, produit le cacao, produit le café, produit la viande, les hydrocarbures, par exemple. Dans un endroit comme ça, vous pouvez mettre les infrastructures de stockage d'hydrocarbures, vous pouvez mettre la chaîne de froid pour que les gens amènent les animaux dans la zone sahélo-sahélienne, viennent abattre chez nous et vous mettez dans les conteneurs réfrigérés, peut-être pour vendre en Angola, pour vendre en RDC. En ce moment, vous allez vous quitter, vous allez responsable du port, vous allez voir les Tchadiens, vous dites, bon, écoutez, vous allez amener vos animaux sur pied, nous avons un abattoir ici, c'est ce que les Ivoiriens font en fait écrire ce Goudougou. Vous allez abattre ici, vous avez les infrastructures de stockage, vous avez l'énergie, et vous allez partir d'ici maintenant pour avoir des conteneurs réfrigérés. Ça sort direct sur la ligne de chemin de fer, ça prend le bateau à Douala pour aller en Angola, pour aller Je veux dire, en Amérique, quand vous rentrez dans les grandes écoles de commerce, là, comme Kellogg, comme Harvard, on dit Dream Big. C'est toujours écrit à l'entrée, là. Dream Big. Le premier jour que vous venez pour l'orientation, on imprime ça, on met là, on dit Dream Big. Rêvez grand. Si vous rêvez petit, bon, pour faire un vidéo, pour montrer le condré dans le chafendish, le pomme pilat avec l'haricot dans le chafendish, le taro, c'est pas... Non. Dream big. Les Qataris, là, les Doha, le sultanat de Brunei, les Émirats arabes unis, etc., l'Arabie saoudite, ils dream big. Ou un nouveau président arrive et dit, bon, nous proposons un deal de 600 milliards de dollars. 600 milliards de dollars. Dream big. J'ai dit un deal. Ça ne veut pas dire qu'il décaisse 600 milliards. Mais on va faire des affaires qui vont brasser 600 milliards de dollars. Ça va se repartir de part et d'autre. Peut-être que, bon, vous, l'Amérique, vous aurez 350. Nous, on aura 250. Dream big. Nous devons rêver grand. Et le moyen de rêver grand, c'est de réhabiliter notre ligne de chemin de fer là. Parce que ça va nous permettre vraiment de développer l'économie. C'est sur le chemin de fer que vous asseyez. Regardez l'Europe, comment elle s'est construite. Elle s'est construite sur le chemin de fer. D'abord, avant d'être construite sur les routes bitumées. Elle s'est construite d'abord sur le chemin de fer. Voilà. J'espère que vous avez suivi la vidéo. Partagez vos impressions avec nous en commentaire sur notre page Facebook, sur notre page, sur notre compte X, hein, sur notre page, notre compte YouTube. Laissez vos commentaires dans la courtoisie, s'il vous plaît, soyez courtois. Partagez la présente vidéo afin que le plus grand nombre puisse la regarder. Mettez un like, hein, afin que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Mettez un like. Mettez des commentaires pour que YouTube puisse comprendre que le sujet intéresse les gens. Partagez ce que vous savez. Nous aussi, on apprend. Hein, on n'a pas... Et en plus, la vidéo, le format, les gens ne veulent pas les choses qui font 2 heures de temps. Donc, c'est impossible de tout dire en 2 heures de temps. Donc, mettez vos commentaires pour que ce que nous avons omis de dire, on puisse se rattraper peut-être dans les prochaines vidéos. On appréciera.
Et puis, abonnez-vous, invitez vos amis surtout à s'abonner sur notre chaîne. Ici, nous sommes des hommes libres de dire ce que nous pensons. Même quand on dit certaines choses, ce n'est pas pour attaquer les gens, c'est parce qu'on est des hommes libres. On ne veut pas se laisser absorber par des chapelles politiques ou bien d'autres considérations. Et surtout, souscrivez au membership. Je vous remercie énormément. Ici, c'est la règle de la transparence. Le membership, avant, nous avions 5 personnes qui avaient souscrit au membership. Aujourd'hui, nous avons 14 personnes qui ont souscrit au membership. On espère que ça va continuer. Et enfin, faites un thank you pour soutenir le développement de la chaîne. Parce que cet été, on envisage de beaucoup travailler dehors et de vous montrer beaucoup de choses en matière économique. Dans les questions de l'eau, dans les questions de l'environnement. Il y a beaucoup de choses que les gens ne maîtrisent pas. On va vous expliquer, vous allez comprendre. Voilà. La prochaine vidéo qui vient après celle-ci, nous allons parler du transport fluvial avant de parler du transport routier. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une agréable semaine. Prenez soin de vous. Bye.